Et donc on est très content d'accueillir Tristan Garcia, effectivement, qui n'avait pas pu nous rejoindre avant et qui était normalement prévu pour la première table ronde. Donc il aurait dû interagir hier avec Yves Ravet et Julia Deck sur un sujet pas tout à fait identique. Donc évidemment, là, l'histoire est centrale dans cette table ronde et au départ, ça peut paraître un peu étonnant donc d'avoir un auteur qui est surtout spécialiste de science-fiction, d'uchronie, de textes d'anticipation, mais on verra que ces textes interrogent énormément l'histoire, eux aussi, donc il est tout à fait à sa place ici, à ma gauche. Et par ailleurs, donc Yves Ravet, dont les romans ne font pas de l'histoire, disons, un élément programmatique, mais à mon avis un élément complètement obsessionnel, donc tout à fait aussi à sa place à cette table ronde. Je vais d'abord quand même laisser la parole donc à Isabelle qui va présenter donc le projet pour le coup lié vraiment à l'histoire d'Yvan Jablonka et de Mathieu Riboulet. D'accord. C'est ce qu'on donc avait dit. Effectivement, Yvan Jablonka et Mathieu Riboulet, vous inscrivez votre projet dans le fil de votre récit, hein, puisque on a déjà vu pour ceux qui étaient là hier qu'il s'agissait donc à partir de la conférence d'Yvan Jablonka, une enquête et le récit de cette enquête, une écriture qu'on pourrait dire réflexive. Et donc ce projet, je pars de l'incipit du livre donc de Mathieu Riboulet. Entre les deux, il n'y a rien. Il est très explicitement présenté dès le premier paragraphe. J'inscris ici ces éléments d'une chronologie personnelle. Je les borne avec les dates de la chronologie historique, dont nous convenons tous peu ou prou qu'elle reflète un certain déroulement des faits, un ordre du monde autour duquel nous tentons d'organiser un peu de pensée. Mais ces chronologies, bien sûr, sont des fictions. Et pour Histoire des grands-parents que je n'ai pas eu, de Yvan Jablonka, au début du chapitre 3, il est dit « L'idée de prendre mes grands-parents comme objet d'étude remonte à 2007. Mon projet prend forme assez vite. Je vais écrire un livre sur leur histoire, ou plutôt un livre d'histoire sur eux, fondé sur des archives, des entretiens, des lectures, une mise en contexte, des raisonnements sociologiques, grâce auxquels je vais faire leur connaissance. Récit de leur vie et compte-rendu de mon enquête, ce livre fera comprendre, non revivre. » Donc, le projet tel quel, est-ce que c'est délibéré donc d'inscrire comme ça le projet dans le cours de votre écriture? Peut-être que je pose la question à Mathieu Riboulet. J'excuse un petit... Bien sûr, j'avais un peu esquissé un début de réponse hier que je peux reprendre, que en fait, depuis le début de mon travail, il y a évidemment une volonté de voir clair, encore une fois, dans toutes sortes d'événements ou de choses qui ont marqué mon parcours, et que je suis d'une certaine manière parti du plus intime pour aller vers le plus général, et que, enfin en tout cas d'élargir le champ d'exploration du texte, et que donc effectivement depuis 2 ou 3 livres la dimension historique est apparue beaucoup plus clairement, et que autant disons cette dimension-là, elle était quasiment impensée en moi quand j'écrivais par exemple L'Amant des morts, qui d'une certaine manière retrace un pan d'histoire des années 80 et 90 sur l'histoire de l'épidémie du sida. C'est devenu beaucoup plus clair dans les œuvres de Miséricorde, qui est au fond le livre où j'explique en même temps que le livre se tisse les conditions de son élaboration, en particulier sur ce plan du rapport à l'histoire. Et du coup, en prenant la plume pour ouvrir entre les deux, il n'y a rien, dont là, pour le coup, je savais délibérément d'avance que le propos était clairement historique. J'annonce la couleur, comme vous l'avez dit d'emblée, quoi.
D'accord. Jean-Blanc, vous souhaitez agir à ce que vient de dire Mathieu Riboulet ou... Je sais pas, vous devez venir Non. Bonjour à tous. Je préfère que vous lisiez d'abord le texte de Mathieu, si c'était ça qui était prévu. D'accord. Pardon. Je suis un peu mal à l'aise quand je dois parler d'un projet ou de mon projet. Je ne crois pas avoir un projet en tant que tel. C'est-à-dire que quand on écrit un livre, c'est généralement qu'on en ressent la nécessité ponctuelle, et puis ensuite un livre appelle un autre, parce que souvent un livre est un prolongement du précédent, et puis peu à peu on s'aperçoit que des livres constituent un ensemble, mais je ne crois pas qu'il y ait véritablement un projet qui préside à la rédaction de tous ces livres. Ce que je peux dire, moi, c'est les conditions dans lesquelles j'ai tenté de faire la biographie de mes grands-parents. Il y a une dizaine d'années, je soutenais une thèse d'histoire sur les enfants abandonnés au XIXe siècle, et dans le même moment, je publiais sous pseudonyme un roman. Et ça s'est fait à 6 mois de distance. Et je vivais dans une espèce de clivage personnel, et je le vivais mal, ce clivage personnel. Et d'ailleurs, rétrospectivement, je constate qu'il y avait une espèce de bizarrerie ou de souffrance peut-être, qui consistait d'un côté à se présenter comme un historien en Sorbonne, et de l'autre, un romancier qui ne s'assume pas, et tellement pas qu'il publie sous pseudonyme. Bon. Voilà, c'est une espèce de post-adolescence sans doute. Et de cette situation gênante, douloureuse, est né le désir d'assumer les deux aspects de mon travail, c'est-à-dire de faire de l'histoire et d'écrire en même temps. Et c'est sans doute pour ça que j'ai essayé de faire de l'histoire autrement, ou de la littérature autrement, et puis c'est ça qui m'a donné envie d'assumer les deux parts de mon activité. Et j'ai essayé dans un deuxième temps d'échapper à ce qu'on croit être communément l'histoire, qu'on écrit souvent avec un H majuscule. Et souvent, quand je dis que je suis historien, les gens me renvoient cette vision de l'histoire H majuscule, qui est une vision bien naturelle parce qu'elle provient du collège et du lycée où nous avons tous été, et qui suggère que l'histoire est un récit des choses importantes qui se sont produites dans le passé. Donc l'histoire, ça serait Charlemagne, ensuite Napoléon, ensuite Churchill, bref, des choses importantes d'un passé commun, ou plus ou moins commun, et on voit bien à quel point cette histoire est biaisée. C'est une histoire qui est bien souvent nationale, c'est une espèce de geste glorieuse qui rappelle les choses importantes qui nous unissent. Et puis c'est une histoire d'homme, enfin d'homme au sens masculin. Quand l'histoire avec un grand H, c'est bien souvent un récit de bataille, de règne, de roi. Bon bref, autant dire que je ne me reconnais pas du tout dans cette définition-là, et c'est pour ça que je suis historien avec un petit h, et je fais de l'histoire avec un petit h, puisque c'est souvent autour de cette majuscule et de cette minuscule que se fait le partage des eaux. Donc j'ai eu la volonté de faire de l'histoire en tant que démarche intellectuelle, et non pas en tant que glorification des héros masculins depuis 2000 ans. Donc cette histoire, j'ai essayé de l'incarner dans un récit, dans un travail littéraire. Et cette histoire que je fais, c'est une démarche pour comprendre ce que nous faisons. Je le dis, c'est un nous qui resterait à définir, mais ce que nous faisons, ça renvoie à un collectif qui relie passé, présent, famille, individu, génération et personnalité. L'histoire telle que je l'entends, ça consiste donc à comprendre ce que les hommes, au sens générique, font, ce que nous faisons. Et définie de cette manière, l'histoire s'intègre très facilement dans un travail littéraire. Évidemment, je ne suis pas le premier ni à l'avoir fait ni à l'avoir dit. Pour rendre hommage au travail de Mathieu Riboulet et de Patrick Boucheron, ce qu'ils ont fait d'en prendre date, je crois que c'est cette forme d'histoire. C'est un travail profondément historien, l'un étant historien de métier et pas l'autre, mais c'est un travail profondément historien parce qu'il se demande ce qu'il s'est passé, ce qui nous est arrivé. Et cette démarche
ils l'ont incarné dans un livre qui est à la fois une réflexion contemporaine, une espèce de promenade tragique dans cette année 2015. Voilà, c'est ce que j'ai essayé moi-même de faire, et on est quelques-uns, je crois, enfin en tout cas à cette table, et on est quelques-uns au-delà, à essayer de faire ce travail d'histoire à la fois modeste et collectif. Yvan Jablonka, est-ce que c'est indiscret de vous demander de révéler votre pseudonyme de romancier à la salle? D'ailleurs, j'aurais dû le faire parce que ça laisse croire que j'ai une coquetterie là-dessus, non, pas du tout. J'avais choisi comme pseudonyme Yvan Améry, Yvan parce que c'est mon prénom, et Améry pour rendre hommage à Jean Améry, que j'aime beaucoup et qui est que vous connaissez sans doute, et qui a écrit un livre important, des livres importants, et un en particulier sur la torture. Bon. Donc c'est pas un pseudonyme, c'est un pseudonyme relativement transparent, et mon livre s'appelle Âme sœur, et ça raconte l'histoire de la dérive d'un jeune homme après la mort de sa sœur. Bon, enfin, peu importe, mais ce qui est intéressant dans cela, c'est moins mon roman que la souffrance d'écriture dans laquelle je me trouvais. Et c'est vrai que quand on a 28 ans, qu'on fait sa thèse, qu'on voudrait bien être reconnu comme historien et puis avoir un poste, tout simplement. Après tout, on a bien le droit chacun a bien le droit d'avoir sa place sociale. C'est difficile d'assumer en même temps qu'on fait de la littérature. Et c'est une question que je n'ai cessé de me poser. Faire de l'histoire et faire de la littérature, cette difficulté que je prétends pas avoir résolue, cette difficulté se pose très rapidement quand on doit choisir un genre, quand on doit choisir une couverture, un éditeur, un patronyme. Donc c'est une difficulté native. Et je crois que le plus intéressant, c'est de fixer, d'éclaircir cette difficulté et non pas de la résoudre. Alors, vous l'avez peut-être compris, il y a beaucoup d'enseignants, effectivement, à cette table, dont certains qui arrivent à écrire en même temps, et donc qu'on salue doublement et triplement, parce que quand on essaie d'être romancier, historien et enseignant, bon, chapeau. Sinon, le premier axe sur lequel j'aurais voulu vous interroger, c'est celui, c'est un peu paradoxal, mais du silence, ou de la parole trouée de l'histoire, qui rejoint donc la thématique du banquet telle que Dominique Bondu l'a définie, avec le réel au sens donc lacanien de quelque chose qu'on ne peut pas attraper avec un langage ordinaire, qui échappe donc aux saisies vulgaires et qui en fait ne peut pas s'attraper du tout normalement, mais vers lequel on peut tendre d'une certaine manière. Donc les silences, déjà, dans vos œuvres, ça peut être simplement les silences liés à de la censure volontaire, du caviardage, des omertas. Et on peut commencer par cela, évidemment, avec le texte de Mathieu Riboulet, donc « Entre les deux, il n'y a rien », qui s'attache, comme vous savez, donc, au mouvement d'extrême gauche, y compris lutte armée, donc dans ce qu'on a appelé les années de plomb, à la fois donc, en Allemagne, en Italie, et qui aurait pu gagner la France. Il nous explique bien dans son texte, finalement, ce qui a éventuellement... Enfin, il interroge vraiment les raisons de ce non-aboutissement en France et de la fin aussi de ces mouvances ensuite. Et il y a un petit écho aussi avec le premier roman de Tristan Garcia, qui s'appelle « La meilleure peur des hommes », puisque Mathieu Riboulet a entremêlé finalement ce qui est lutte d'extrême gauche, avec aussi des luttes de marginaux, de gens qui se sentaient marginalisés, et en particulier donc la lutte des homosexuels pour leur reconnaissance à cette époque-là. Et c'est aussi en fait le sujet du premier roman de Tristan Garcia, qui lui n'est pas un roman de science-fiction. Tristan Garcia a beaucoup de flèches à son arc, comme vous verrez. Est-ce que vous pouvez, Mathieu, Tristan, nous parler un peu de ces œuvres ? Des œuvres elles-mêmes. En tout cas, sur le silence, bien sûr, je pense que chacun, les travaux de chacun de nous témoignent de ce que la nécessité d'écrire vraiment naît toujours d'un silence qu'il s'agit soit de dissiper, soit d'éclairer. Je ne sais pas très bien comment dire, mais en tout cas, ça naît toujours du silence. Et il me semble, je crois que je vais être très bref, mais il me semble qu'il n'y a pas
meilleure illustration que le texte que nous a lu Yves Ravet hier après-midi, pour dire à quel point la nécessité, parce que c'est vraiment de cet ordre-là, d'écrire, elle est presque toujours, elle prend presque toujours sa source sur un silence premier, qu'il s'agit toujours pour l'adulte qu'on est devenu de combler à la place de l'enfant qui n'a pas pu le faire parce qu'il n'en avait pas les moyens. Voilà, je peux après, bien sûr, ça peut s'appliquer à une dimension, comme on l'a dit, très intime, ce qu'évoquait Yves hier, ou même d'une certaine manière, bien sûr, ce qui est à l'œuvre dans le livre d'Yvan Jablonka sur ses grands-parents et sur ce rapport à comme ça, une histoire très intime, mais aussi, bien sûr, à une dimension beaucoup plus historique dans laquelle on s'insère de plus ou moins bon gré. Oui. Sur ce silence volontaire, en fait, vous avez de très belles phrases. Donc, entre les deux, il n'y a rien. En parlant de la paix officielle, où finalement beaucoup sont en guerre, un mensonge d'une taille inédite, guerre froide pour tout le monde, chaude pour les Algériens de 54 à 62, les Coréens en 53, les Vietnamiens de 54 à 73, j'en passe, sans compter que, ayant abandonné aux délices des régimes communistes la moitié orientale du continent, l'autre moitié n'en recensait pas moins 2 bonnes vieilles dictatures fascistes officielles, celles de Salazar et de Franco, qui avaient traversé la guerre sans sourciller et n'allaient pas tarder à s'évanouir, l'une 2 ans plus tard dans un lancer d'œillet, l'autre 3 ans après dans son sommeil taché de sang, et une plus jeune installée à Athènes en 67 pour 7 ans. Pax Americana. Au milieu de tout ça, on va relever la tête, le gant des oppressions aimables, le défi des raisonnements pervers, et tout ça finira, j'aurai alors 20 ans, les rues pleines de sang des chiens dont on a transpercé les côtes, le cœur et la raison, mais si bien bitumés qu'on pense avoir rêvé. Et effectivement, on a vu quand on a discuté avec les étudiants du master métier de l'écriture que beaucoup ignoraient en fait les événements. Donc, enfin, Aldo Moro encore, oui, mais beaucoup ignoraient quand même ce qui s'était passé en France déjà, et au Vernet en particulier, et parfois aussi un peu ce qui concernait l'Allemagne. Donc, ils se sont passionnés pour ces sujets qui valent la peine évidemment d'être abordés. Tristan. Alors pour m'insérer dans le débat, ce qui m'a intéressé en tout cas de mon côté quand j'ai essayé d'aller vers l'histoire, ce vers quoi j'aimerais aller, que je ne suis pas du tout sûr de réussir, c'est quelque chose de légèrement différent du projet de Mathieu par exemple ou d'Yvan, parce qu'il est moins lié à la question de la mémoire, de l'oubli ou des trous faits dans l'histoire que des plans dans l'histoire. Et notamment ce qui m'intéresse... ce vers quoi j'aimerais aller dans l'usage de la fiction, dans le rapport à l'histoire, c'est tenter d'aller contre l'illusion rétrospective de nécessité de l'histoire. L'idée que, parce que ça a été, vieille idée d'Aristote, le passé est nécessaire, le futur est contingent, mais le passé est nécessaire. À partir du moment où quelque chose a été, l'histoire devient nécessaire. On ne peut plus penser que ça pouvait ne pas être. Et ce qui m'intéresse dans l'usage de la fiction, c'est pour ça que j'aime beaucoup la figure de l'Uchronie en général en littérature, c'est soit par un personnage qui tente de résister à l'idée de nécessité, c'était ce que je voulais faire dans La meilleure part des hommes, soit par une forme littéraire générale, par exemple dans le dernier ouvrage qui s'appelle 7, dans le texte qui s'appelle La révolution permanente, d'essayer d'introduire la fiction comme capacité à faire sauter la gangue de nécessité qui vient étouffer l'histoire, qui vient étouffer la mémoire. C'est-à-dire l'idée que la mémoire se déposant géologiquement, il devient au bout d'un moment impossible de penser qu'il aurait pu en être autrement. Que malgré tout, quelque chose dans l'histoire reste contingent, et notamment ce qui m'intéresse en général sont les défaites. L'idée que la défaite a eu lieu, mais qu'elle est factuelle, c'est un fait, c'est pas une nécessité. Elle a eu lieu, mais il aurait pu en être autrement. On aurait pu gagner. On a perdu, mais on aurait pu gagner. Et en tout cas, ce qui m'intéresse dans la puissance de la fiction, c'est que c'est peut-être un des rares, peut-être le seul moyen de rendre justice à ce qu'il reste de contingent dans l'histoire. Et donc, ce qui m'intéresse, en tout cas, c'est le fait d'essayer par la fiction, de faire sauter
plutôt les pleins, c'est-à-dire ce qui se solidifie dans l'histoire et dans la mémoire collective, et de faire sauter la nécessité de l'histoire, d'être capable d'affronter en face la pure factualité de l'histoire. C'est un fait, mais ça reste un fait contingent. Merci beaucoup. Si ce n'est pas indiscret quand même, tu m'as confié que tu avais un projet donc, de travailler sur les souffrances depuis toujours en fait, de l'humanité en te demandant où elles étaient passées. Donc là, il s'agit bien des souffrances vécues, ou il y aura aussi des souffrances potentielles, virtuelles. C'est une sorte de projet démiurgique et épique duquel je ne suis pas du tout sûr de me tirer, mais qui serait une histoire de la souffrance humaine d'un point de vue matérialiste, du point de vue de quelqu'un qui n'est pas croyant, ce qui est mon cas. C'est-à-dire comment envisager la quantité de souffrance générée par l'histoire humaine depuis ses débuts, et se demander où elle va, et essayer d'affronter la répétition de la souffrance, de la douleur physique, tout simplement dans l'histoire, sans la légitimer, à partir du moment où la douleur ne sert à rien. Il n'y a pas de jugement dernier. Quand ça meurt, ça meurt. Ce qui a souffert va au néant. Les impulsions électriques d'un corps qui indiquent sa souffrance physique ne sont pas sauvées, il n'en reste rien. Et comment est-ce qu'on peut affronter ça ? Avec toujours cette même idée qui m'intéresse, qui est, par la fiction, refuser le point de vue de la nécessité. C'est-à-dire refuser de rendre nécessaire, de légitimer ce qui a été, et affronter que ce qui a été a été. L'humanité a souffert, l'espèce humaine a souffert, mais rien ne légitime cette souffrance, rien ne la rend nécessaire. Il n'y a pas de... C'est en général ce qui m'intéresse dans la fiction. Oui, la fiction... encore plus, enfin l'extrême de la fiction qu'il y a dans la science-fiction, qui justement donne une part particulièrement grande évidemment à l'imaginaire et aux hypothèses chroniques en particulier. Donc pour ce qui est du silence et des paroles trouées, évidemment ce n'est pas seulement à cause de couvercles qui seraient mis par des États, mais il y a aussi la difficulté de dire l'horreur, et ça c'est un sujet qui a intéressé absolument tous ceux qui sont à cette table aujourd'hui. On a déjà cité hier cette très belle expression de Mathieu Riboulet, le silence herbeux d'Auschwitz-Birkenau. Et donc la Shoah en particulier est abordée vraiment, évidemment frontalement par Yvan Jablonka, par l'histoire des grands-parents qu'il n'a pas eu. On va y revenir évidemment beaucoup avec l'historien, mais donc je voulais aussi signaler que dans l'œuvre d'Yves Ravet, il y avait une sorte d'obsession de la Deuxième Guerre mondiale, me semble-t-il, qui apparaît surtout dans Alerte, bien sûr, donc un roman vraiment bien nommé, où il y a en fait plusieurs histoires l'une dans l'autre. Vous pouvez peut-être nous en dire un mot, Yves ? Oui, je veux bien parler d'Alerte, mais rapidement. Je peux le faire par... oui, enfin, c'est simplement un roman qui est né d'une visite que j'ai fait avec un groupe d'anciens déportés à Mauthausen. Et c'était une visite extrêmement difficile. Je me suis lié avec un des visiteurs, enfin un des guides, si vous voulez, qui expliquait comment il avait vécu sa déportation. Et à mon retour, c'est venu comme ça. Il m'a paru important enfin pas important, c'est devenu comme une nécessité. Je rejoins ce que vient de dire Mathieu, comme une nécessité de raconter ça, mais non pas de raconter comme ça le contexte du camp d'extermination, mais de raconter la visite, c'est-à-dire 30 ans après, 40 ans après, et comment peut se dérouler cette visite. Voilà, j'avais cette préoccupation. En ce moment, c'est un texte qui est travaillé par un metteur en scène avec qui j'ai travaillé longtemps, et pour une éventuelle adaptation au théâtre, c'est vrai. Et alors, c'est pour ça que j'en viendrai peut-être au vif du sujet. La question vraiment que pose la metteuse en scène qui travaille là-dessus, vraiment, c'est une question, elle s'interroge de savoir comment un lien est établi dans ce roman entre la Shoah, l'extermination, et ce qui est introduit, c'est-à-dire les événements de Munich et l'assassinat
des athlètes israéliens et l'irruption sur la scène mondiale spectaculaire de la lutte pour la libération de la Palestine. Quelle relation j'établis, moi, là, à cet endroit. Et j'ai bien compris dans les questions, il me semble qu'en disant ça, je suis dans le sujet, quoi, que c'est extrêmement difficile à dénouer, à expliquer comment dans un roman, on peut avoir un discours qui est aussi un discours d'histoire, mais de politique. Si on considère qu'on peut soi-même approcher un petit peu l'histoire, quoi. Oui. Mais j'ai souvent donc ce sentiment, mettant de manière large, à moins que vous vouliez me poser une autre question, le problème, c'est que l'histoire, moi, je ne m'en sens pas du tout détenteur, bien entendu. Ce que je ressens, c'est que dans les romans, ça agit, comme je pourrais dire, par capillarité. C'est-à-dire que chaque fois que j'énonce un fait, le moindre terme de vocabulaire, le moindre lexique, on a parlé hier de ce roman que je viens de publier, et dedans, si je dis, je ne sais pas, bêtement, routier, eh bien, le chauffeur routier, l'autre jour, il y avait une interview, un routier qui était à Calais et qui exprimait son désarroi profond par rapport au fait que des migrants, entre guillemets, montaient dans son camion, il était au bord de... Voilà. Donc j'ai l'impression de saisir une histoire un peu actuelle, quoi, à ce moment-là. Donc c'est par capillarité, mais aussi par... je croise l'histoire à chaque fois. Mais en même temps, n'étant évidemment pas du tout historien, mais loin de là, quoi. Simplement, il y a une sensibilité qui fait que chaque mot prend une densité. Chaque mot posé sur le papier devient lourd de sens et même peut devenir extrêmement précis, quoi. C'est-à-dire, c'est tout le problème du langage, quoi. Mais moi, j'ai vécu cet événement cette année. Il a été évoqué tout à l'heure. C'est j'ai souvent entendu dire que, par exemple, je me souviens dans une discussion, par exemple, un penseur, quoi, essayait de définir le roman et il disait, dans le roman, il n'y a pas que le roman de fiction. Et moi, je pensais comme ça qu'il y a l'attirance pour la fiction. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui fait qu'on est aimanté, hein, mais il faudrait se poser la question pourquoi. Et par exemple, il prenait l'exemple, il disait, lui, si on prend Gomorrah, par exemple, le livre de Saviano, la mafia napolitaine, etc., et qui lui-même... on peut, à partir de quelque chose de factuel, une enquête menée, finir par considérer que c'est un roman, mais que c'est aussi un roman qui ne contredit pas la fiction, parce qu'il y a un endroit où la fiction rejoint la réalité. Alors, ça, c'est peut-être une question. Oui. Alors, l'autre plan, si vous voulez, mais peut-être plus rapidement, moi, c'est l'événement que j'ai. Pour moi, c'était pas un événement qu'on me dise ça, mais le fait de lire Prendre date, c'était au moment de la sortie de l'opuscule. Ça a été vraiment... c'est-à-dire que dans Prendre date, il y a une référence immédiate à un événement complètement violent et complètement déstabilisateur. Oui, pour tout le monde, là, c'est... oui, si. Non, oui. Non, mais les gens ne savent peut-être pas de quoi parle Prendre date. Oui, c'est lié aux attentats de janvier, Charlie Hebdo. Voilà. Et donc, simplement, le livre ne se résume pas à Charlie Hebdo. Il pose surtout la question des écrivains, c'est-à-dire de l'historien, Patrick Boucheron, et puis de l'auteur, Mathieu Riboulet, qui est aussi historien à cette occasion-là. Oui. Et donc, il y a là une véritable... comment dire... ce qui est très fort à l'intérieur de ça, c'est que les auteurs font part de leur désarroi et de leur difficulté à exprimer un événement qui est complètement indescriptible, quoi. Parce qu'on n'a pas le recul de l'historien. C'est pas la petite référence esthétique que je nie pas, bien entendu, dont moi je peux peut-être avoir l'habitude quand je vous parle du routier ou des trucs comme ça. Là, je suis dans autre chose. Et dans quoi je suis dans un immédiat contemporain, mais très très violent, très fort, inexplicable. Et c'est expliquer. Comment on fait pour expliquer ce qui est inexplicable? Et là, j'ai le sentiment que l'histoire devient quelque chose en raccourci.
très, très immédiat. Et la question se pose de manière différente à ce moment-là. Et ce livre-là, par exemple, n'obéit pas pour l'instant, dans ce que moi j'ai entendu jusqu'à aujourd'hui, quoi, aux catégories dont on se prévaut quand on est obligé quand il faut quand même serrer les choses pour penser correctement, quoi. Voilà. Oui. Alors tu as vraiment commencé à répondre à beaucoup d'autres questions, mais c'est très bien. Comme ça prépare la suite. Donc tu nous as dit que Alerte, qui était écrit en 96, allait être bientôt adapté au théâtre, mais il y a aussi une pièce de théâtre 3 ans après, La Concession Pilgrim, qui était sur un cynisme terrible sur ceux qui exploitent les détresses, les monnayeurs de deuil, etc. Et la pièce qu'on a vue hier soir était aussi quand même bien dans le sujet, dans des trous, des silences qui sont à la fois volontaires et générés par l'impossibilité de dire. C'était vraiment... Et donc Isabelle, je crois que tu avais un sujet sur le temps. Oui, effectivement, par rapport à... si on rapproche littérature et histoire, puisque c'est en gros le thème de cette table ronde, on peut s'interroger sur la façon dont l'historien ou le littéraire prend en compte le temps. Alors, Tristan Garcia a parlé de la contingence, de la nécessité, enfin de ce qui s'est passé. Et ce critère du temps, on peut l'aborder de plusieurs manières, mais peut-être à partir le moment à partir duquel on écrit. On a parlé du recul de l'histoire. Mathieu Riboulet utilise le recul infâme de l'histoire, je crois. Et question de préscience, je crois que c'est le terme qui est employé par Yvan Jablonka, c'est-à-dire, en gros, on sait comment ça finit. Vous voyez. Alors, il ne s'agit pas de dire que c'est écrit à partir de la fin, mais qu'est-ce qu'on fait avec ce point de vue? Je vais juste lire un passage donc, de Yvan Jablonka, ensuite de Mathieu Riboulet. Donc ici, il s'agit du retour de Mathès à Paris en septembre 40, lorsqu'il revient du camp de Sept-Fonds, le camp d'internement pour les volontaires étrangers qui ont fait la guerre. Donc Mathès est à Paris, Mathès est parmi les siens, Mathès vient de se jeter dans la gueule du loup. Nous sommes à la toute fin du mois de septembre 1940. Les Allemands viennent d'ordonner le recensement des Juifs en zone occupée. Et un petit peu plus loin, nous savons la fin de l'histoire, pas eux. Et c'est pourquoi j'essaie de ne pas raisonner en termes de préscience, de lucidité, de stratégie perdante ou gagnante. Donc, nous savons la fin de l'histoire. Et il y a des passages donc dans Entre les deux, il n'y a rien, qui mettent en avance cette distance nécessaire pour penser, ou en tous les cas la difficulté qu'il y a à se poser à une place qui permettrait, alors je ne sais pas, certaine lucidité, ou en tous les cas peut-être de comprendre. Donc j'avance sur un fil, je ne saurais bien sûr écrire ces histoires en feignant d'ignorer ce que, dans l'intervalle, nous sommes devenus. Mais c'est évidemment l'interstice qui s'ouvre entre l'heure du faire et l'heure du dire, ultérieure, parfois très ultérieure, qui nourrit l'exercice. Donc je ne crois pas mentir, ou alors je mens vrai. Bon, cela revient souvent, je ne l'invente pas, mais je le dis après, et je marque l'après. Donc, et dans Prendre date, puisque Prendre date vient d'être évoqué, donc là aussi la place c'est pas l'immédiat après, c'est pas l'immédiateté, mais c'est pas justement avec le recul de l'histoire. Enfin voilà, ce qu'on a fait ici, c'est occuper un peu, faute de mieux, cet entretemps incertain qui s'étire entre la stupéfaction de l'événement et le recul de l'histoire. Donc il y a bien cette question là de où se place-t-on pour voilà, parler de... Si je peux dire juste en 2 mots, puisqu'il était quand même beaucoup question de Prendre date là, et simplement dire que c'était au fond une position temporelle qui rejoint exactement enfin me semble-t-il, ce que Tristan Garcia a évoqué, c'est-à-dire ces moments où au fond on ne sait pas encore ce qui va advenir et qu'il y a un certain nombre de devenir possible à l'événement. Et un des objectifs du texte, je pense, était pour nous de rester justement
dans ce moment-là très particulier où justement on ne connaît pas encore la suite ou la fin de l'histoire, et de se tenir dans cette perspective où toutes les questions continuent à se bousculer parce que rien n'a encore été réglé. Et juste en complément, et puis j'en aurais fini, mais cette question de la place, elle se pose à mon sens, elle est absolument centrale quand on se met à écrire. Elle est centrale à la fois presque, je pourrais dire, géographiquement, de où on se tient par rapport à son texte, par rapport à la narration, par rapport aux personnages qu'on a décidé de mettre en œuvre, soi-même écrivant, et bien évidemment la question de la place dans le temps, qui est totalement déterminante parce que il s'agit en effet de travailler sur le temps qui sépare le moment de l'écriture du moment dont il est question dans le livre, que ce soit d'ailleurs le passé ou éventuellement l'avenir quand on est dans la projection, quoi. Il est important quand on fait de l'histoire d'avoir du recul, de la distance, mais la question qui tout de suite vient à l'esprit, c'est de quelle distance parle-t-on ? Il y a plusieurs manières de prendre de la distance. On peut prendre de la distance d'un point de vue spatial ou géographique. C'est ainsi que de très nombreux historiens de l'époque romaine, contemporains de l'époque romaine, sont des exilés, des gens qui ont quitté Rome et qui donc ont une distance physique, géographique, sur les événements et la ville dont ils vont parler. Il y a bien sûr un recul temporel, c'est ce qu'on considère le plus couramment, et de fait, il y a certains événements qui ne peuvent être pensés que quand ils sont terminés. Si je dis la Première Guerre mondiale éclate en 1914, eh bien cette phrase n'a pas pu être prononcée par un contemporain. C'est logiquement impossible d'entendre cette phrase en 1914. D'ailleurs, on peut s'amuser à se demander à partir de quand cette phrase est-elle possible. La Première Guerre mondiale éclate en 1914. Elle n'est pas possible en 1918 parce que personne ne sait que c'est la Première Guerre mondiale. Il faut attendre la Deuxième, il faut attendre la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Bref, probablement que cette phrase commence à être possible à partir de 1945. Bref, ça c'est pour ce qui a trait à la distance temporelle. Mais le plus important, c'est la distance intellectuelle qu'on prend vis-à-vis d'un événement. Et c'est pour ça qu'on peut parfaitement faire de l'histoire immédiate, de l'histoire du temps présent, même si on est encore au cœur d'un événement qui n'est pas vraiment terminé ou achevé. Des attentats, mais aussi une crise, voire un génocide. Dans quasiment tous les génocides du XXe siècle, les premiers historiens ont commencé à écrire alors que le génocide n'était pas terminé. C'est tout simplement qu'ils ont pris de la distance intellectuelle sur l'événement. Donc le fin mot du travail historique n'est pas la distance temporelle qu'on a vis-à-vis de quelque chose qui serait passé ou révolu. Je crois qu'il faut un petit peu dissocier l'histoire, la démarche historienne d'un côté, et le sentiment du révolu, le passé de l'autre. Autrement dit, on peut avoir un raisonnement historique dans le présent. Et je crois qu'un certain nombre de livres le démontrent. Je pourrais peut-être demander quand même à Mathieu Riboulet ce qu'il entend par l'infâme recul de l'histoire. Est-ce qu'il s'agit de la science historique ou c'est parce que vous le dites deux fois quand même. Oui. Il s'agit évidemment pas d'un qualificatif adressé à la science historique. Il s'agit simplement dans la logique de ce récit-là qui est porté justement par à la fois une espèce de sentiment de rage et de sentiment d'urgence et qui qui tente de tenir ensemble en tout cas justement plusieurs échelles de temps différentes, mais en particulier évidemment le temps dont il est question dans le livre et sans jamais perdre de vue le temps où le livre est rédigé, et de dire que justement pour ce qui est de reprendre contact avec la réalité de cette époque-là, le recul historique a quelque chose d'infâme, mais c'est pas la science historique, c'est juste le recul, le fait que les années ont passé et que
que le regard qu'on porte sur les événements en question est entaché par toutes les couches qui se sont succédées et interposées, et qu'il y a quelque chose là de révoltant, pour rester dans le registre de la colère, comme ça, à ne pas pouvoir remettre la main facilement sur le sentiment premier. Oui, en fait j'avais compris, mais je trouvais que c'était important de le préciser, parce que vous parlez aussi de l'insolence rageuse que vous avez trouvée dans les derniers écrits de Pasolini et qui vous a insufflé le ton un peu d'entre les deux, il n'y a rien, et à d'autres moments de la tension nerveuse, généreuse, en particulier au moment du grand mouvement autonome, etc. Donc il y a effectivement toute cette pulsion, vous n'avez pas le mot érotique, mais il y a vraiment quelque chose de très fort, de l'ordre du désir qui circule dans ce texte. Et autrement, justement, je voulais... Tristan. Pardon, Tristan. Je voulais juste réagir. Comme le mot d'événement commence à revenir, alors c'est une pure hypothèse personnelle, mais il me semble que, alors que événement a désigné, souvent dans d'autres traditions, par exemple dans la tradition anglo-saxonne, a été plutôt une catégorie des historiens, en France, il y a une spécificité qui est que l'événement a été une catégorie philosophique. Il y a une sorte de fascination dans la pensée française pour l'idée que l'événement doit venir nommer ce qui transit, le moment où on ne sait pas encore si c'est quelque chose, on ne sait pas encore ce que ça va être. Alors, c'est une catégorie qui traverse toute la pensée française. C'est l'événement chez Bergson, chez Sartre, ça joue un rôle fondamental. Par exemple, il y a l'idée sartréenne d'événement dans la critique de la raison dialectique. Il revient sans cesse sur la prise de la Bastille, avec la grande idée sartréenne de ce qu'il appelle le pratico-inerte. Le pratico-inerte, c'est la chute dans l'être. C'est le moment où ce qu'on a cru qui était en train d'arriver, la spontanéité de quelque chose dont on ne savait pas encore ce que c'était, tombe dans l'être et se rigidifie. Ça devient de l'histoire, mais ça devient de l'histoire morte aussi, qui devient quasiment géologique. C'est quelque chose qu'on retrouve après chez Deleuze, chez Badiou. Et je me demande si dans la pensée française n'a pas été doublement marquée. D'abord, il y a un événement fondateur. Événement est devenu le nom en philosophie de la Révolution. Et du moment où la pensée française a été totalement saisie par 1789, qui revient, et où une catégorie politique, la Révolution, il se passe quelque chose, on est transi par l'événement, on ne sait même pas encore comment le nommer, qu'est-ce que ça va devenir, comment réagir à ça. Et il y a un autre effet sur la pensée française, je crois, qui est le fait que tout au long de la Troisième République, la pensée française a cherché à laïciser la catégorie de miracle. Et que l'événement est devenu le nom aussi, dans une certaine pensée française, d'un miracle laïque, c'est-à-dire de quelque chose qui échappe aux lois normales, aux lois de la nature, à tout ce mais aussi aux lois de la culture, aussi aux lois de l'histoire. Et du coup, c'est une simple hypothèse, mais alors qu'événement, je ne sais pas, dans d'autres cultures, a désigné quelque chose d'essentiellement historique, c'est devenu une sorte de... Il y a une mystique de l'événement dans la pensée française moderne, c'est-à-dire de ce moment où l'être historique qu'on peut comprendre est percé soudain par quelque chose qui surgit, par lequel on est traversé, transi. Et je crois qu'il y a une spécificité, même, par exemple, dans la manière dont les Français ont reçu la catégorie d'événements chez Heidegger. Leibniz chez Heidegger a eu surtout une portée dans la pensée française, chez Derrida, etc. Donc voilà, je me demande souvent pourquoi il y a une mystique de l'événement dans la pensée française, plus que dans d'autres pensées, me semble-t-il. Il y a une attente de l'événement politique, comme une sorte de surgissement aussi de vérité, parce qu'on est incertain quant à l'être même de ce qui est apparu. Et c'est des moments aussi où peut-être l'histoire est coupée en deux et quelque chose d'autre surgit qui fait penser... Mais voilà, c'était simplement une remarque sur cette idée que on était... Moi, j'aurais volontiers rebondi, mais j'ai un trou de mémoire. Il y a une quinzaine d'années, il y a un très beau livre qui a été écrit par un philosophe sur l'événement, justement. Un philosophe qui a écrit aussi des romans, La lumière volée. Zut, bon, alors je ne rebondis pas du tout. Je continue avec un thème sur lequel il me semble que vous êtes tous à peu près d'accord. C'est le rapport entre histoire avec donc un grand H, une grande H, etc. et collective, et l'histoire individuelle. Donc je cite Yvan Jablonka dans Histoire des grands-parents que je n'ai pas eu, qui dit d'ailleurs cette très belle phrase à la fin: je suis historien comme aîné qui tend Troie en flammes avec son père sur les épaules.
mais qui nous annonce aussi « Je crois que je suis devenu historien pour faire un jour cette découverte. La distinction entre nos histoires de famille et ce qu'on voudrait appeler l'histoire, avec sa pompeuse majuscule, n'a aucun sens. C'est rigoureusement la même chose. Il n'y a pas d'un côté les grands de ce monde avec leurs spectres ou leurs interventions télévisées, et de l'autre le ressac de la vie quotidienne, les colères et les espoirs sans lendemain, les larmes anonymes, les inconnus dont le nom rouille au bas d'un monument aux morts ou dans quelques cimetières de campagne. Il n'y a qu'une seule liberté, une seule finitude, une seule tragédie qui fait du passé notre plus grande richesse et la vasque de poison dans laquelle notre cœur baigne. Faire de l'histoire, c'est substituer à l'angoisse intense au point de se suffire à elle-même le respect triste et doux qu'inspire l'humaine condition. Voilà mon travail. C'est beau. Alors j'imagine qu'il n'y a pas de contradicteur violent parmi vous. Et autrement, on voulait articuler avec justement le thème du corps dans l'histoire que Mathieu Rigoulet a particulièrement étudié, mais qui est aussi effectivement forcément très présent dans les ouvrages d'Yvan Jablonka, même dans le corps des autres d'ailleurs, qui sans rapport, mais qui s'intéresse aussi au corps. Donc Mathieu Rigoulet, au début donc d'entre les deux, il n'y a rien. Ça sort du brouillard vers 1871. Donc la Commune, ça quitte les livres, ça s'inscrit dans les corps hérités, ça vient à la conscience, ça travaille, et puis ça reflue, et ça part. Je suis fait de ça, c'est en moi que l'histoire prend corps, c'est de mon corps qu'elle prend possession, donc avec le récit que donc l'arrière-grand-mère peut faire de la Commune, et donc là ça s'incarne avec un petit bonnet de laine tricotée, les mitaines, le panier à ouvrage, etc. Et puis, donc, il y a carrément une partie du livre qui s'appelle « Le sexe, ça n'est pas séparé du monde ». Et la belle phrase aussi sur le désir qui circule dans les corps et dans les mots. Donc, la façon dont vous articulez vraiment les deux, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu mieux ? Ben, à vrai dire, je travaille cette question-là faute de mieux. Mais, non, mais c'est une manière de dire que c'est vraiment mon point d'accès à toutes ces questions-là. Je ne peux pas envisager ou même oser aborder le territoire de l'histoire. Yvan Jablonka évoquait tout à l'heure la difficulté, l'hésitation pour l'historien à aborder un territoire plus littéraire, la nécessité éventuelle de prendre un pseudonyme, etc. Mais inversement, pour l'écrivain que je commence à être, au moment où je me dis que je pourrais explorer des thèmes historiques, il y a une espèce de timidité très grande, quoi, et de sentiment évidemment d'illégitimité à s'emparer d'une matière et d'une discipline qui a ses spécialistes, etc. Et donc voilà, bon, je ne me vois pas avancer sur ce terrain avec les mêmes armes parce que je ne les ai pas et parce qu'il est hors de question pour moi d'occuper une autre place que celle qui est la mienne. Donc l'hypothèse que je fais, c'est de continuer à explorer, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et ce que sur la hiérarchie des histoires, c'est évidemment ça rejoint exactement ça. C'est-à-dire que moi je travaille des histoires de corps depuis le début, de corps malades, de corps empêchés, de corps abîmés pour toutes sortes de raisons familiales, intimes, amoureuses, etc. Et que au fond je pousse simplement ça un peu plus loin parce que c'est encore une fois ma voie d'accès à ça qui est donc essentiellement sensible et que je pense que le corps prend en charge aussi, pas seulement l'histoire familiale, l'héritage psychique, disons, du cadre familial, par exemple, et que donc dans cet héritage psychique, il y a évidemment des dimensions historiques et que simplement il suffit d'essayer de les dévoiler, de les mettre à nu, de les rendre visibles, en tout cas. Pour moi, c'est devenu clair au moment des œuvres de miséricorde, c'est-à-dire au fond d'essayer
de placer comme ça des personnages évoluant dans un certain contexte et simplement de faire en sorte que le texte mette en lumière, comme une espèce de halo qui viendrait au-dessus d'eux, justement tout ce qui n'est pas matérialisé, c'est-à-dire, encore une fois, les héritages, l'histoire qu'on a traversée, ce qu'on prend en charge ou pas de cette histoire-là, et la façon dont ça influe et dont ça parle, encore une fois, à travers le corps, à travers des somatisations la plupart du temps. C'est pour ça que ça rejoint exactement le travail de l'intime sur la maladie. C'est simplement un autre versant, une autre dimension, et qu'encore une fois, voilà, je sais que là, pour moi, c'est la voie d'accès possible pour parler de ces dimensions-là que je ne saurais aborder autrement, avec d'autres instruments. Oui, donc vous avez justement parlé de votre place, et moi ce qui m'intéresse aussi, c'est que l'année dernière, au même endroit, banquet d'automne, Dominique Viard était venu et qu'il avait parlé de la littérature, donc de ce qu'on appelle l'extrême contemporain, donc des années 80 à nos jours, et il a énormément parlé de la figure d'enquêteur, en disant que finalement le roman était de moins en moins le vecteur majeur, mais qu'il y avait beaucoup d'enquêteurs maintenant dans la littérature contemporaine. On n'a pas parlé encore de Dora Bruder, je pensais que ça allait venir dans le débat. Et la façon, donc après on a eu Yvan Jablonka hier, donc l'autre moitié du Saint-Bolon, la manière dont les historiens se rapprochent de la littérature, et quand même dans l'extrême contemporain, beaucoup d'écrivains, c'est pas obligatoire évidemment, hein. On peut faire un roman sur ce qu'on veut, le roman est sans loi, mais beaucoup font du roman ou de la pièce de théâtre, font de la littérature un objet d'enquête, un véhicule d'une enquête, une sorte de tentative d'approche d'une vérité. Je crois qu'Isabelle, tu voulais continuer sur justement histoire, fiction, etc. Histoire et fiction. Moi, je voulais reprendre peut-être cette question du temps, parce que ce terme même de chronologie par rapport à littérature et histoire, donc ça a été dit dans le livre de Mathieu Riboulet, ces chronologies sont des fictions, cette chronologie réelle que je découpe comme une fiction. Est-ce que ça aussi, cette façon, est-ce que ce n'est pas un critère à partir duquel on peut interroger littérature et histoire, puisque la chronologie, l'ordre chronologique, qui n'est pas nécessairement l'ordre logique, enfin voilà, cette articulation entre le langage et le temps, entre logos et chronos. Enfin, on pense aussi à Ricoeur et à tout son travail sur le temps dans le récit. Est-ce que cette question de la chronologie, comme vous dites, la décennie comme instrument commode, comme instrument fictionnel, vous parlez aussi des historiens pour qui des pans entiers de siècles et de durée démente, de processus sombreux, vous parlez de la clarté confondante des historiens. Mais vous dites aussi qu'ils remettent, eux aussi, ils discutent les bornes qu'ils utilisent. Donc je voudrais peut-être poser la question à l'historien. J'ai l'air de dire, donc c'est Mathieu Riboulet qui parle, je m'inquiète de ne pas posséder la clarté confondante des historiens pour qui des pans entiers de siècles et des durées démentes de processus ombreux réclamant la lumière sont un pain quotidien, quand bien même ils discutent la pertinence des bornes que nous avons fixées pour ordonner le temps, qui sont, à nous autres écrivains, autant de points d'appui pour des vertiges fictifs. Donc il y a cette question des bornes temporelles, des repères chronologiques, de la façon dont on les présente dans un ordre, hein, puisque c'est ça en gros que dit Ricoeur, on se construit en se racontant, et le romancier ou l'auteur présente les événements dans un certain ordre, et encore une fois, ordre chronologique, ordre logique, expliquer, c'est aussi faire se succéder des événements qui auraient une nécessité, pour reprendre le terme de Tristan Garcia. Voilà. Par rapport à cette évocation de l'historien chez Mathieu Riboulet, est-ce que vous pouvez nous en dire quelque chose ? Je répondrai à votre question, mais je ne vais pas y répondre en tant qu'historien. Vous avez compris que je n'aime pas jouer le rôle de l'historien de service et que nous sommes tous ici des écrivains ou des écrivants. Ça va à l'encontre de tout ce que j'essaye de faire, mais je vais quand même répondre à cette question.
D'abord, je préciserai que les bornes chronologiques ou ce qu'on appelle la chronologie, ce sont des choses importantes. Et par exemple, pour aussi bien mes étudiants que mes filles quand elles vont à l'école, je pense que c'est important que des enfants ou des jeunes ou des moins jeunes soient capables de se repérer dans le temps comme on doit pouvoir se repérer dans l'espace. Voilà, c'est important pour construire intellectuellement un citoyen ou un individu. Donc en ce sens, la chronologie, je ne crois pas être un réactionnaire en disant que la chronologie est une chose importante dans les premières années de l'apprentissage tout au moins. Il ne faut pas se cacher par ailleurs qu'il y a un aspect de convention dans toute chronologie et dans toutes les dates qu'on dit importantes. Bon, il y a un certain nombre de plaisanteries sur ce sujet, 1515, tout le monde sait ce que c'est, enfin, ou en tout cas croit savoir ce que c'est, etc. Donc il y a une part de convention. La convention la plus frappante et la plus prégnante, c'est certainement celle du siècle, quand on dit par exemple une littérature fin de siècle. Bon, c'est une pure convention, et puis en même temps, ça renvoie à une certaine réalité. Quand on dit la peinture du XVIe siècle, ça renvoie aussi à une certaine réalité, et pourtant, tout ça n'est que convention si on le rapporte à la naissance supposée de Jésus-Christ. Et d'ailleurs, un historien s'est amusé à décaler toute l'histoire, enfin toute la chronologie, en considérant qu'on n'allait pas dater notre histoire à partir de la naissance du Christ, mais à partir de sa mort. Alors tout est décalé de 30 ans, et ça fait des effets assez rigolos. Enfin, je terminerai en disant que les historiens professionnels ne sont pas souvent les meilleurs pour parler de temporalité. Là, pour le coup, la littérature, les écrivains, les romanciers, je ne sais plus comment le dire, ont beaucoup à dire. Et pour comprendre la temporalité, je pense qu'il est beaucoup plus important de lire Proust et Bergson qu'un historien professionnel. Bon, hélas, ou pour le meilleur, j'en sais rien, mais encore une fois, je ne suis pas sûr qu'il faille renvoyer l'historien au comptage des années, à la temporalité. Je l'ai dit tout à l'heure, l'histoire, c'est une démarche intellectuelle qui consiste à prendre du recul sur quelque chose pour le ou la comprendre. La temporalité, l'expérience, l'épaisseur du temps, la temporalité que nous ressentons, tant de grands esprits, tant de livres nous en ont parlé. Et pour répondre à ce que disait à l'instant Christian Garcia, je dirais que de manière amusante, les historiens français au XXe siècle se sont presque tous détournés de l'événement. Alors, sûr que les philosophes se rapprochaient de l'événement. Sans doute. Alors, bon, tu parlais tout à l'heure de pensée française. Il faudrait s'entendre sur ce que c'est que la pensée française. Peut-être que si tu pensais à Sartre et à quelques épigones, c'est vrai qu'il y a une certaine pensée française qui s'intéresse à l'événement. Si on considère que la pensée française, c'est les historiens, on aura du mal à trouver un seul historien français au XXe siècle qui s'est intéressé à l'événement dans sa vision un peu classique. Le plus important auquel je pense, c'est bien sûr Braudel, qui, le premier, a essayé de s'intéresser à des temporalités plus longues, plus diverses, plus épaisses. Et on voit bien ici que les historiens au XXe siècle ont été les premiers à fuir l'événement. Peut-être. Peut-être simplement sur Chronos aussi, du coup j'ai un souvenir un petit peu vague de temps et récit. Il me semble quand même que Ricoeur l'évoque, mais il y a le fait, c'est Marcel Conche aussi qui en parle, qu'on hérite en fait de deux sens du temps des Grecs. Il y a Chronos et il y a Aion. Il y a la mesure du temps, et puis il y a le temps comme puissance de production et puissance de destruction aussi. Et évidemment, le romancier en général a peut-être affaire à Chronos, mais il a aussi affaire de façon évidente à Aion. Il a les deux visages, il a le Janus du temps en tout cas, il est obligé d'avoir les deux. Alors justement, je crois que le temps est un peu écoulé et je voulais juste finir par la question de l'écriture, évidemment, qui est tout à fait essentielle pour vous tous, en proposant à nouveau, désolé Mathieu de vous piller comme ça, mais une citation donc tirée entre les deux, il n'y a rien. C'est drôle la langue, et comme de tous côtés on la sollicite pour que les choses qui nous échappent rentrent dans le moule des mots que l'on maîtrise ou croit maîtriser, puisqu'ils finissent toujours par dire autre chose que ce qu'on croyait, et parfois même une vérité. Point d'exclamation.
Isabelle, c'est bon? À propos de cette phrase, je pense que cet après-midi, on aura l'occasion, Voilà, les étudiants auront l'occasion d'interroger Mathieu Riboulet, cette phrase qui peut être à plusieurs sens. Donc, suspense est à son comble, voilà. Donc revenez à 15h. Merci beaucoup en tout cas à tous.